L'Inde renforce son partenariat avec la France. Elle vient de passer commande de nouveaux Rafales auprès de Dassault Aviation qui accepte de fabriquer une partie des appareils sur le sol indien. Pour la première fois, des avions Rafale seront fabriqués hors de France. Cela permettra d'intégrer à nos effectifs des avions de chasse relativement rapidement. La dégradation des relations transatlantiques accélère un rapprochement avec l'Inde, partenaire stratégique devenu le pays le plus peuplé au monde, 1,4 milliard d'habitants. C'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron y entamera demain son 4e voyage officiel. Il emboîtera le pas au chancelier allemand qui a participé à un festival de cerfs-volants le mois dernier. Suivi, quelques jours plus tard, d'une délégation européenne pour la signature d'un important accord de libre-échange. L'Union européenne et l'Inde sont des partenaires stratégiques et fiables. Il ne s'agit pas simplement d'un accord commercial, mais d'un nouveau modèle pour une prospérité partagée. Narendra Modi joue les équilibristes. À peine avait-il signé l'accord avec l'Union européenne qu'un autre accord avec les États-Unis a été annoncé dans le but de mettre fin aux tensions liées aux droits de douane imposés par Donald Trump. Mais pas question pour autant de se passer du pétrole russe comme le souhaiterait Washington. Malgré la guerre en Ukraine et les pressions occidentales, le Premier ministre nationaliste indien reste fidèle au président russe qu'il a accueilli en décembre dernier. La Russie est un fournisseur fiable de tout ce qui est nécessaire au développement du secteur énergétique indien. Alors l'Inde est-elle vraiment une partenaire fiable pour les Européens? Quels sont ses atouts et ses points faibles? Emmanuel Macron a-t-il raison de miser sur ce géant d'Asie du Sud? Nos 3 invités pour ce débat, Charlotte Thomas, bonsoir, politiste, spécialiste de l'Inde. Vous êtes chercheur associé au programme Asie-Pacifique à l'IRIS. Vous avez publié Pogrom et ghetto, les musulmans dans l'Inde contemporaine. C'est votre dernier essai. Et selon vous, l'Inde est un marché capital pour la France et pour l'Europe, avec ses 2 milliards de consommateurs potentiels, réunissant donc l'Europe et l'Inde. Dans ce contexte, la question des droits humains est complètement passée sous le tapis. À côté de vous, Philippe Lecor, bonsoir, professeur en géopolitique à l'ESSEC. Selon vous, la France et l'Inde ont une relation privilégiée dans un moment où l'Union européenne est face à un allié américain qui nous insulte, une Chine qui nous méprise et une Russie qui nous attaque. Vous avez le sens de la formule. Et la situation est assez tragique, en effet. Et enfin, Claude Blanche-Maison, bonsoir, ancien ambassadeur de France en Russie et en Inde. Vous le fûtes de 1996 à 2000, ce sont les bonnes dates. 4 ans. Et vous êtes l'auteur de l'ouvrage Fragment d'un parcours aventureux. Et selon vous, l'Inde est le premier partenaire stratégique de la France en Asie. Mais New Delhi est dans une logique de multi-alignement. Elle prend dans chaque pays ce qu'il y a de plus intéressant pour elle. Et on démarre ce débat, Benjamin, avec le chiffre du jour. L'Inde approuve donc l'achat de 114 avions Rafale à la France. C'est le plus gros contrat jamais signé par Dassault Aviation, 33 milliards d'euros environ. Le marché n'est pas complètement conclu, mais il devrait aussi déboucher pour partie sur un transfert de technologie. Philippe Lecor, la défense a toujours été un pilier important dans la relation entre l'Inde et notre pays, la France ? Oui, ça fait plusieurs dizaines d'années en fait qu'il y a des relations très proches entre les ministères de la Défense des 2 pays et puis entre industriels. On a fourni des sous-marins. C'était un contrat qui avait mis beaucoup de temps à accoucher. Vous savez qu'il y avait eu des rapports déjà entre les présidents, entre Mitterrand et Indira Gandhi. Ensuite, il y avait eu la visite du fils d'Indira Gandhi, Rajiv Gandhi. Et donc, tous les premiers ministres indiens sont venus. Et donc, c'est vrai que le côté défense a toujours été important. C'est presque le principal pilier de notre relation. Charlotte Thomas, vous diriez que c'est lié à une relation personnelle entre Modi et Macron tout de même ou pas ? Non, pas du tout. Déjà, la première chose, c'est que ça date à peu près de sous Chirac, en fait, la relance du partenariat stratégique avec les Indiens. Je dirais aussi que heureusement qu'on leur vend... heureusement, sans être normative, mais en fait, la seule chose que la France vend à l'Inde aujourd'hui, c'est des stratégies, des armes, principalement du matériel militaire, et pour autant, des produits avec une très forte valeur ajoutée, et pour autant, on est en déficit commercial par rapport à l'Inde. Donc je pense que c'est quand même important de le souligner. Et puis la relation personnelle, moi, si vous voulez, je crois très peu à ça, au sens où je trouve que c'est quelque chose de très communicationnel, de très mis en avant, et que en fait,
peut-être que ces gens s'entendent bien sur le fond, mais on voit bien que sur ce qui compte, c'est-à-dire les décisions politiques prises in fine, ça n'a que très peu d'influence. Et j'en terminerai juste sur le fait que, par exemple, la visite de Macron là, en Inde n'a à ce stade pas fait une ligne dans la presse indienne. Alors, il n'y est pas encore, il arrive demain. Oui, mais quand même, quand le président états-unien, par exemple, se rend en Inde, on en entend parler bien avant. Claude Blanche-Maison. Alors justement, sur les relations interpersonnelles, est-ce que c'est important? Vous qui avez été ambassadeur de 96 à 2000 en Inde, est-ce que entre les présidents, vous vous êtes dit mieux ils s'entendent, plus on commerce ou pas? Écoutez, c'est important parce que c'est d'avoir de la communication. Quand je suis parti en Inde au printemps 96, le président de la République qui recevait à l'époque les ambassadeurs en partance m'a dit « Écoutez, vous débrouillez comme vous voulez, mais ce que je veux, c'est que vous construisiez des relations de confiance avec l'Inde. » Il est venu en visite d'État 2 ans plus tard. Il a signé l'accord de coopération stratégique, qui est le premier qu'on ait signé avec un pays asiatique, et que le premier que l'Inde ait signé avec un pays européen. C'est Jacques Chirac. Donc en effet, Jacques Chirac a donné un coup d'accélérateur, en effet, par rapport à un équilibre plus ou moins subtil qui existait avant entre nos rapports avec le Pakistan et nos rapports avec l'Inde. Et Chirac a décidé, c'est un choix de choisir, que l'on peut absolument, et de dire on met le paquet sur l'Inde parce que c'est le pays. Pour des raisons démographiques. Oui. La démographie joue un rôle, le potentiel futur, mais aussi la géopolitique, parce que qui peut contenir l'Inde à terme? De l'autre côté de l'Himalaya, c'est évidemment le poids de l'Inde. Alors l'Inde, par son poids démographique, elle vient de dépasser la Chine, mais aussi par son poids économique, parce que depuis cette époque, depuis 28 ans, donc, elle a rattrapé la France sur le plan économique. Le PIB aujourd'hui est à peu près équivalent. Alors ça dépend quelles sont les statistiques, mais grosso modo est à peu près équivalent. Et effectivement, la France a des technologies que l'Inde n'a pas, et par conséquent, il est assez logique que les objectifs économiques soient sur les technologies en matière de transport, en matière d'énergie et dans le domaine de l'armement, bien sûr. Vous avez une nuance à apporter? Juste sur les comparaisons de PIB, il y a aussi une petite variable de population. Enfin, je veux dire, on peut, c'est pas terme à terme comparable, je pense. Je vois ce que vous voulez dire, qu'il y a l'Inde se développe. Après, c'est un gros sujet aussi, parce que l'Inde produit une croissance sans emploi, par exemple, et c'est le problème structurel. Qu'est-ce que vous voulez dire par une croissance sans emploi? C'est-à-dire qu'en fait, comme la politique économique, et ça s'est vu là au dernier budget qui vient d'être adopté en janvier, il n'y a aucune politique active de l'emploi. Donc, avec à peu près 10 millions de gens qui arrivent, 1 million de gens, qui arrivent chaque mois sur le milieu du marché de l'emploi. Il n'y a pas de politique. Il y a une politique d'attrait des capitaux étrangers, d'attrait des investissements, mais il n'y a pas de politique d'emploi et il n'y a pas non plus d'investissement de la part des très grandes entreprises indiennes. Elles n'investissent pas en recherche et développement dans leur propre pays, ce qui crée une économie atone. C'est aussi pour ça que l'Inde cherche des débouchés pour sa main-d'œuvre en Union européenne. Justement, vous faites la transition. Récemment, l'Union européenne a conclu un accord commercial massif avec l'Inde. Écoutez la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. We delivered the mother of all deals. We are creating a market of 2 billion people. We are not only making our economy stronger, we are also delivering security for our people in an increasingly insecure world. Europe and India have chosen to be reliable partners to one another. Philippe Lecor, ça veut dire qu'on a une marge beaucoup plus importante, un potentiel commercial beaucoup plus important que ce qu'on a aujourd'hui, 48 milliards d'exportations de l'Union européenne. C'est quoi? C'est 3 fois plus que ça, le potentiel? Oui, on parle de 100 milliards d'ici 10 ans, donc en tout cas d'un doublement. Et surtout, c'est la baisse des droits de douane. On ne parle pas des sujets qui fâchent, notamment l'agriculture, pour ne pas rappeler les mauvais souvenirs du Mercosur. Je pense quand même qu'il faut aussi rappeler que cet accord, c'est un accord commercial, mais c'est aussi quand même un accord politique. C'est quand même un accord qui, au final, va satisfaire le Premier ministre Modi, va satisfaire les Européens qui se retrouvent quand même pris en tenaille entre une Chine qui cherche à prendre la première place du podium et des États-Unis qui sont dirigés par un président quand même un peu spécial. Ouais. Donc les Européens et les Indiens tombent un peu les bras l'un dans l'autre. Mais Claude Blanchemont, c'est parce que justement on a eu des déceptions avec la Chine. On s'est à un moment détourné vers la Chine, on s'est dit que le marché le débouché n'était pas si important, que maintenant on se dit c'est là-bas que ça se passe, c'est en Inde? C'est pas maintenant, comme je vous dis, ça fait 28 ans qu'on a on accélère, le premier accord de coopération stratégique. On n'a jamais pensé en avoir un avec la Chine. Il n'en était pas question. Alors ce qui a été signé avec l'Union européenne, c'est très important, parce qu'en réalité il y a plusieurs accords. Il y a celui dont on vient de parler, qui est l'accord de libre-échange, qui va avoir une période de transition assez longue finalement, parce que les droits de douane sur les automobiles vont être démantelés en plusieurs phases. Et en effet, on a mis l'agriculture en dehors, parce
que les Indiens veulent protéger leur production de céréales, et notamment de riz et de blé, bien sûr. Et on l'a mis donc sauf le vin et les spiritueux, qui sont dans l'accord et qui vont bénéficier d'une réduction de droits de douane complètement prohibitif. Mais il y a un autre accord qui est en effet un accord de coopération stratégique entre l'Union européenne et l'Inde, et c'est la première fois qu'on en parle. Et effectivement, ça a été inventé un peu au dernier moment, peut-être parce que M. Trump développait ses manœuvres et que, dans le fond, il fallait se précipiter pour avoir un accord également politique de coopération stratégique entre l'Union européenne et l'Inde. Et Fanny, vous allez nous l'expliquer pour alimenter le débat. Monsieur Trump, donc, vient de signer ou va signer un accord commercial avec l'Inde. Oui, il l'a annoncé en grande pompe début février sur son réseau social, Truth Social. Après des mois de tensions entre les États-Unis et l'Inde, les deux pays viennent de signer un accord commercial. Dans le détail, les États-Unis s'engagent à réduire les droits de douane imposés sur les marchandises indiennes de 50% à 18%. L'Inde serait donc légèrement favorisée par rapport à ses concurrents asiatiques. De l'autre côté, l'Inde, elle, s'engage à acheter 500 milliards de dollars, 420 milliards d'euros de produits américains sur 5 ans. On parle de produits énergétiques, technologiques, agricoles ou encore de charbon notamment. Autre clause de l'accord revendiquée par Donald Trump, l'Inde cesserait d'acheter du pétrole russe. Narendra Modi n'a ni infirmé ni confirmé cette information. Rappelons que l'Inde est aujourd'hui avec la Chine l'un des principaux acheteurs du pétrole russe. Cet accord est très critiqué en Inde. Pour certains de ses détracteurs, il est irréaliste, c'est le mot utilisé, car pour atteindre ses objectifs, l'Inde devrait doubler chaque année ses achats de produits américains. Pour d'autres, il est même dangereux. On parlait de l'agriculture à l'instant. Les syndicats agricoles redoutent une invasion de produits américains, made in USA, qui mettrait à mal un secteur agricole qui fait vivre la moitié de la population indienne. D'après le politiste et chroniqueur à l'Indian Express Pratap Banu Mehta, il ne s'agit pas d'un accord de libre-échange. Trump, je le cite, ne veut pas d'une égalité réciproque, mais une domination impériale. Philippe Lecor, c'est aussi à cause de ce deal, entre guillemets, face à la pression américaine que l'Inde se tourne vers l'Europe ? C'est-à-dire qu'il y a une différence entre un accord européen qui a été discuté pendant des années, parce que les Européens sont plutôt des marathoniens, surtout les fonctionnaires européens, et le deal des États-Unis qui vient en fait réparer une situation extrêmement abîmée, qui est la relation entre les États-Unis et l'Inde depuis le retour de Donald Trump en janvier 2025. Vous savez que Modi avait été le premier chef de gouvernement étranger à venir en visite officielle à Washington. Et quelques mois plus tard, ils ont imposé des droits de douane à 50%. Et puis surtout, Trump a voulu tout d'un coup se mêler du conflit indo-pakistanais et dire que c'était lui, en fait, qui avait résolu le conflit autour du Cachemire. Voilà, le conflit entre l'Inde et le Pakistan, qui n'est absolument pas résolu, évidemment, qui prendra des générations avant de l'être. Charlotte Thomas, accord avec les États-Unis, accord avec l'Europe, vous diriez que l'Inde est un partenaire fiable ou est-ce qu'elle risque d'être rattrapée par des ambitions nationalistes ? Déjà, pour repréciser deux petites choses, quand même, sur l'accord entre l'Union européenne et l'Inde, il n'y a rien qui est signé, qui est formalisé. On n'a aucun détail précis. Je précise aussi qu'il y a une clause de mobilité, par exemple, qui prévoit donc de faire venir des travailleurs et dans les deux sens, on n'a aucun détail là-dessus. Je pense que c'est un vrai enjeu démocratique et qu'on ne peut pas, en fait, discuter sereinement de cet accord parce qu'on ne le connaît pas, en fait. Et je nuance aussi pour protéger l'agriculture. Dans un côté comme de l'autre, ce n'est pas vrai puisque Narendra Modi, dès la fin de l'année passée, a supprimé le revenu minimum pour les paysans indiens, qui était vraiment une dynamique indispensable pour protéger son agriculture. Et on voit qu'aujourd'hui, il a accordé ça aux États-Unis. Donc en fait, le mythe de protéger l'agriculture n'est pas celui-là. Il fallait le réserver aux industries, aux capitalistiques indiennes. Sur le côté fiable, moi, je suis toujours un peu mal à l'aise avec cette notion que je trouve très question de morale, mais pas trop de science politique que je fais au quotidien, que j'essaie en tout cas, parce que par exemple, est-ce que les États-Unis, on les considère comme un partenaire fiable aujourd'hui ? C'est compliqué. Moi, je dirais juste que c'est un partenaire, comme l'Inde en a d'autres, qu'il ne faut pas du tout avoir l'impression, comme je vous disais, l'accord avec l'Union européenne aussi a fait 2 lignes dans les journaux et le lendemain, en fait, l'annonce de Trump, alors, qui est présenté comme un deal, c'est un tweet de Trump à ce stade. On est plus sur ça que quand même sur des choses très concrètes parce qu'on n'a pas les détails. C'est juste que les Indiens font des affaires. Voilà. Et ils cherchent à diversifier leur partenariat. De manière pragmatique, sans état d'âme. Et ils ne sont pas du tout... comme parfois l'Occident, entre guillemets, les utilise dans un peu ce conflit contre la Chine,
sur tout un tas de choses, mais les Indiens sont beaucoup plus pragmatiques. Leur premier partenariat commercial en Asie du Sud, ce sont les Chinois. Donc, ceci temporise, quand bien même ils ont un conflit. Mais vous voyez, c'est juste pour un peu temporiser les oppositions, quoi. Alors, quant à ces contrats qui vont être noués entre la France et l'Inde, et on se demande à quel prix, au prix de certaines concessions, de certains renoncements éthiques ou au niveau des droits humains, on va regarder une archive à propos de la guerre en Ukraine, qui est l'angle mort dans les relations franco-indiennes. La France soutient l'Ukraine, mais Narendra Modi refuse absolument de condamner l'agression russe. Pour témoin, cette rencontre qui a eu lieu en 2023. C'était en mai 2023 entre Volodymyr Zelensky et le Premier ministre indien. À l'offensive, Zelensky s'est invité avec un objectif, élargir ses soutiens hors d'Occident. Dans sa ligne de mire, l'Inde et le Brésil. Première aujourd'hui, cet entretien avec le chef du gouvernement indien, Modi. Il a jusqu'à présent refusé de condamner l'agression russe. Sous le regard sévère de son interlocuteur, Modi s'engage à minima. Je vous l'assure, l'Inde et moi personnellement ferons tout notre possible pour trouver une solution à la guerre. Claude Blanche-Maison, on ferme les yeux ici en France et en Europe sur les affinités que peut avoir Modi, notamment avec Poutine. Poutine qui était en décembre, il y a à peine deux mois et demi, en Inde. Oui, comme Macron va pour la 4e fois en Inde à partir de demain. Si vous voulez, permettez-moi là de nuancer un petit peu ce que vous dites. Évidemment, Modi n'a jamais condamné Poutine pour son invasion en Ukraine. Aucun pays asiatique, d'ailleurs, ne l'a fait. Parce qu'en Asie, on ne le fait pas. Simplement, quand vous écoutez les discours de Narendra Modi, de Jaishankar, le ministre des Affaires étrangères, qui vient souvent à Paris, ou de l'ambassadeur d'Inde à Paris, dans leur discours public, il y a toujours l'Inde respectera le droit international, est très attaché au respect de la souveraineté des États, est très attaché au respect de l'intégrité territoriale des États. Alors, si Poutine sait lire, il doit bien voir que même si on ne le cite pas, il est visé. Bon, c'est comme ça que pratiquent les Asiatiques. Et les Chinois, la même chose, puisque même le ministre chinois, avant-hier à Munich, a répété ce que je viens de dire là. Les pays asiatiques sont très attachés au respect de l'intégrité territoriale des États. Et Charlotte Thomas, l'argument des Indiens, c'est de dire c'est notre multi-alignement. Voilà, on fait en fonction de nos intérêts, parce qu'au final, c'est nous qui comptons. Il y a deux choses à dire là-dessus. C'est que déjà, ce qu'on appelle l'Occident n'a pas beaucoup de crédibilité quand même au niveau international, se perd en crédibilité. C'est-à-dire quand on voit la situation ailleurs dans le monde, etc. Donc on a une application un peu à géométrie variable du droit international. Et ça, quand vous vivez en Inde, comme j'ai... du coup, les Indiens vous disent, oui, mais vous appliquez le droit international quand vous avez envie, en fait. Donc, du coup, eux font la même chose. Je rappelle quand même que l'Inde a lancé une guerre illégale contre le Pakistan, parce que l'implication du Pakistan n'est toujours pas avérée dans ce qui s'est passé au Cachemire l'année dernière. Donc, je pense qu'il y a des déclarations qui n'engagent que ceux qui les écoutent, et que Narendra Modi fait ça me vient en anglais, mais du lip service. Enfin, je veux dire, il fait ça. Voilà, non, mais je dirais, il donne les déclarations qu'on attend de lui, mais effectivement, ça n'a jamais impacté ses relations avec la Russie, comme tout un tas d'autres pays, d'ailleurs, et il y a une petite hypocrisie européenne aussi, puisqu'on a acheté beaucoup de pétrole à un moment donné aux Indiens qui venaient de Russie. Même si Modi a réduit ses importations de pétrole de la Russie. L'Union européenne a acheté tout d'un coup du pétrole aux Indiens. Personne n'est dupe, tout le monde le sait. Enfin, c'est pas une... Et Philippe Lecor, il y a encore du pétrole russe qui arrive en Inde. L'accord avec Washington est censé réduire, justement. Donc, est-ce que les Indiens vont écouter Washington, étant donné que les relations sont beaucoup moins bonnes qu'elles étaient il y a un an? J'en doute fort. Donc, on sait bien que la Russie est un partenaire essentiel de l'Inde depuis plusieurs dizaines d'années, et que les Indiens, d'ailleurs, vous allez à New Delhi, aujourd'hui, vous voyez des Russes dans tous les forums, ils sont très présents, que vous ne les voyez pas forcément ailleurs. Mais Claude Blanche-Maison, sur les droits humains, là, pour le coup, on ferme quand même pas mal les yeux. Enfin, il y a quand même des discriminations dont sont victimes les minorités en Inde. Il y a la situation au Cachemire, il y a la répression des journalistes. Il y a quand même le Parlement européen a voté 3 résolutions pour demander à l'Inde de respecter davantage les droits humains. C'est resté lettre morte. Oui, le gouvernement Modi est en effet un gouvernement nationaliste à tendance autoritaire. Avec des velléités expansionnistes. Avec l'expansionniste, ça je ne sais pas, mais en tout cas, ça n'est plus du tout les gouvernements anciens du Parti du Congrès.
dont tous les dirigeants avaient fait leurs études en Grande-Bretagne. Ça, ce temps-là est terminé. Et donc, lui, il place en effet le nationalisme dans la promotion de la religion hindoue. D'où, et en effet, une certaine discrimination des musulmans qui est tout à fait condamnable et que d'ailleurs nous condamnons. J'ajouterais que, en effet, l'Inde n'est pas une démocratie parfaite, très loin de là. 1,4 milliard d'habitants, c'est un peu compliqué, mais elle a les signes extérieurs de la démocratie dans la mesure où il y a des alternances. Au niveau de la fédération, il y a eu pendant 10 ans un Premier ministre du Parti du Congrès auquel a succédé M. Modi et il est dans le deuxième mandat de ces 10 ans qu'il fera, peut-être plus, je n'en sais rien. Et puis au niveau des États, puisque c'est une fédération, il y a 29 États et dans les 29 États, ce n'est pas le parti de M. Modi qui gouverne. Alors effectivement, il y a un pluralisme politique et des alternances au niveau des États et au niveau de la fédération. Ça n'a absolument rien à voir avec un pays comme la Chine, qui est un pays totalitaire à parti unique. Charlotte Thomas, vous avez l'air dubitative. Alors oui, je suis beaucoup plus nuancée. Moi, je considère que c'est un régime autoritaire, franchement même, avec des dérives, je pourrais en définir la notion, mais fascisantes. Eu égard au fait qu'on parle de lynchage de minorités ethno-religieuses chrétiennes et musulmans tous les jours dans la presse, qu'il y a une capture des partis des pouvoirs de l'opposition, qu'au niveau des États fédérés, il y a justement le BJP, enfin le parti de Narendra Modi au pouvoir, utilise les rouages du institutionnel de la fédération pour couper les pouvoirs des États fédérés en leur supprimant des budgets, en politisant certaines fonctions. Il y a des gens en prison, toute forme de contestation du pouvoir est mise en prison. Il y a des étudiants et des profs qui sont lynchés sur les facs quand ils essayent de donner certains types de cours. On fait de la réelle politique, en fait, parce que... Oui, et juste pour répondre à votre question... Parce que ça pourrait être la première puissance mondiale, dit-on, d'ici la fin du siècle. Après, je considère que l'ingérence est quelque chose de très compliqué et on ne va pas arriver, nous, avec nos grands sabots, faire de l'ingérence. Donc moi, je suis très prudente sur ce que je dis. Je dis juste qu'il y a une différence entre continuer à avoir des rapports diplomatiques qui sont indispensables, parce qu'il est important d'avoir des rapports avec tous les États qu'ils soient. Il y a une différence entre ça et faire venir Narendra Modi comme invité d'honneur, etc. Et j'en termine juste pour répondre sur votre propos. C'est pas que les résolutions auxquelles vous faites référence sont laissées lettres mortes. C'est qu'il y a même eu des déclarations de la Commission, etc. pour louer nos valeurs communes avec les Indiens. Donc on est vraiment, c'est ça qui est plus problématique selon moi. Merci, ce sera la conclusion de ce débat. Merci à tous les trois d'être venus débattre.